du marché immobilier en Touraine. C'est M. Ronan Lefebvre, directeur général de Score Habitat Touraine-Poitou, notre partenaire avec le Crédit Agricole, qui va vous informer de cette évolution. Permettez-moi, avant cette intervention, de vous rappeler à cette occasion le conseil que nous vous donnons régulièrement. N'hésitez pas à faire des arbitrages sur votre patrimoine. N'hésitez pas à vendre ce qui n'est pas bien placé ou ce qui n'est pas en bon état. Vendez-le tout de suite. N'attendez pas 2025, n'attendez pas 2028, n'attendez pas 2034, on en parlera tout à l'heure, ça sera trop tard. Si vous avez des biens qui ne sont pas parfaitement placés, qui ne sont pas en parfait état, vendez-les et rachetez des biens de qualité bien placés. N'hésitez pas une seconde. Naturellement, ce conseil ne s'applique pas si vous avez la fibre pour les travaux. Si vous voulez réaliser des travaux importants dans vos biens, les remettre totalement en état, mais je vous expliquerai tout à l'heure les risques que vous avez avec les DP. Voilà, Roland, si vous voulez bien venir maintenant nous faire le point de cette situation. Bonsoir à vous tous et merci de m'accueillir. Alors, je vous propose un point en deux parties. Le premier concerne les tendances du marché de l'immobilier et dans une deuxième partie un peu plus illustrative, c'est vous donner quelques exemples de prix, de biens sur le territoire et répondre à une question. Pour combien? Qu'est-ce que je peux acheter et où? Alors, le marché, vous savez, vous lisez à travers la presse, est un marché actuellement particulièrement dynamique. Et on peut se poser la question, dynamique jusqu'à où? Jusqu'à quand? Quelques tendances. La première des tendances, c'est on s'oriente en 2021 sur une année, je pense, de tous les records. Tous les records en volume de transactions, tous les records à ce stade au niveau des prix. Le nombre de ventes devrait dépasser les 1 100 000 ventes, c'est-à-dire ce qui n'a jamais été réalisé, plus que 2019, qui était jusque-là une année de référence, si on lit un certain nombre d'articles. Le dynamisme est record. Un marché dynamique qui fait clairement fi de la crise sanitaire. Vous le voyez à travers le diagramme, et vous voyez notamment là où il y a la petite flèche avec les pointillés, c'était le premier confinement. Effectivement, on avait pu l'aborder l'an dernier, lors de ma dernière intervention, ça s'est arrêté. Quand on regarde ensuite, il y a eu un deuxième confinement, puis on a eu un troisième. Vous ne voyez apparaître nulle part sur cette courbe une diminution quelconque ou un arrêt du marché immobilier. Bien au contraire, là vous voyez la petite loupe jaune, l'année 2021, pardonnez-moi l'expression, est partie pleine balle, et ça continue jusqu'au mois de juillet. Voilà, qui me permet effectivement de voir qu'à partir du mois de juillet, c'est sur la diapo suivante, une activité qui ne s'arrête pas, et qui semble quelque moins un peu ralentir. Les ventes ont progressé de 21% sur le premier semestre, 21% par l'année précédente, vous comprenez par rapport à l'effet Covid, c'est pas anormal. Elles progressent seulement de 8% depuis le début de l'été, donc ça continue à progresser, ça progresse pas vite. Ça ne veut pas dire pour autant que le marché ralentit, bien au contraire. Alors ce marché, il se dessine comment? Vous l'avez sur la diapo suivante. Je vais faire un focus sur les 10 plus grandes villes. Les prix marquent le pas dans les villes les plus chères, Paris et Bordeaux. L'ensemble des autres territoires, les prix augmentent partout, augmentent moins vite dans les villes plus grandes et plus chères, augmentent de façon régulière sur tout notre territoire. Quelques illustrations sur la diapo qui suit, c'est clairement une forte hausse des prix de vente au mètre carré. Sur la France entière, c'est plus 5,1% des prix au mètre carré sur tous les biens. 5% sur les appartements. 5,2% en une année sur les maisons. Une référence sur Tours. Les prix moyens du mètre carré de Tours sur une année, c'est plus 13,3%. Augmentation des volumes de vente, augmentation des prix. Il y a clairement une volonté aussi de désir de plus grand, de plus d'espace,
de l'ensemble de nos concitoyens. Alors, on peut se poser la question, c'est l'objet de la diapo suivante. L'exode urbain, phénomène réel ou plus? Il y a un phénomène réel de l'exode urbain. On le mesure. On peut le lire, on peut le voir, regarder la télévision, un certain nombre de reportages, on en parle beaucoup. C'est un phénomène réel. Ne croyons pas pour autant que c'est un raz-de-marée. 22% des acquéreurs ont aménagé, certes, dans une ville plus petite. 7% des nouveaux acquéreurs, eux, contre eux, ont aménagé dans une ville plus grande. 71% quand même des acquéreurs sont restés dans la même catégorie d'agglomération. 9% ont changé de ville pour aménager dans une ville plus petite. 13% ont quitté la ville pour aménager la campagne. À l'inverse, 4% ont changé de ville pour aller sur des villes plus grandes. Et on a toujours aussi ce phénomène d'exode rural, et 3% des acquéreurs ont quitté une zone rurale pour emménager en ville. Alors, oui, il y a une réalité. On parle beaucoup de résidences secondaires, on y reviendra tout à l'heure. On est plus aujourd'hui sur des résidences mixtes. Et on commence à voir apparaître dans les volumes, dans les comportements au niveau des achats néo, plutôt sur la notion de base arrière, qui consiste à faire effectivement une seconde résidence qui peut être effectivement une base de repli plus grande, plus d'espace pour gérer soit d'un confinement, soit gérer effectivement plus de liberté, plus d'espace, avec toujours effectivement des points d'attache, des points de travail, des points de culture autour des grandes villes. Alors, où se passent les mutations? Alors, y a-t-il ou pas une ruée? Alors, la ruée vers l'ouest, la ruée vers l'arc atlantique. Il est clair que de cette crise, un certain nombre de villes de l'ouest ont été dopées. Angers, Brest, Saint-Nazaire, Lorient, Caen, Poitiers, Limoges, Saint-Étienne, Le Havre, Annecy, également Tours, que vous devez apparaître sur le milieu du tableau. Voilà, c'est des villes qui sont dopées par cette crise, avec parfois des risques de surchauffe. Mais vous le notez là aussi, toutes ces hausses de prix ne concernent pas toutes les villes moyennes. On a vraiment un phénomène qui se tourne autour de cet arc atlantique et autour de l'ouest. À l'inverse, vous voyez, là, c'est sous le cercle bleu un certain nombre de villes, y compris moyennes, qui sont plutôt sur le sud, qui tirent, elles, moins bénéfice de cette crise et de ces nouveaux mouvements de population, de ces nouveaux comportements d'acheteurs. Pourquoi acheter, modifier? Alors aujourd'hui, on note, c'est la diapo suivante, à travers les comportements des nouveaux acheteurs, une envie d'espace. Avant la crise, la part des maisons dans les achats était de 55%. Aujourd'hui, elle est de 58%. Il y a clairement aujourd'hui une vraie volonté, un vrai nouveau comportement des acquéreurs d'aller plus encore vers l'achat de la maison. Voilà. On a sur ce point effectivement une véritable inflexion des comportements sur les maisons, les villes moyennes. Alors, quelques explications avant de rentrer dans le profil de l'acquéreur. Un, c'est clairement les effets liés à la Covid-19. S'orienter clairement à travers la maison par un habitat plus confortable, plus vert. Il y a un effet de solvabilité aussi. Aujourd'hui, pour acheter plus grand, plus d'espace, notamment les maisons, il faut savoir effectivement quitter et s'excentrer. Il y a aussi cette volonté et ce contact qui cumule d'effets négatifs qui ont été ressentis pendant cette crise dans les grandes villes. Les comportements liés au télétravail ont changé. Le travail a changé avec le télétravail. La gestion des transports a été prise en compte. La question de solvabilité, on l'a vu. À l'inverse, peut-on se poser la question, s'agit-il d'une tendance durable? Je ne sais pas. C'est pour ça que je revenais effectivement cette zone de repli, cette base arrière, où effectivement on commence à avoir un certain nombre de comportements, où à la fois on va vivre excentré, mais lorsqu'on parlera d'éducation, lorsqu'on parlera effectivement de culture, lorsqu'on parlera de sortie, lorsqu'on parlera d'environnement, il y aura effectivement cette double attache entre base arrière, pas résidence secondaire, et effectivement résidence principale.
ce sont des comportements qu'on commence à percevoir se dessiner, qui restent à la marge, tant bien. Alors, est-ce que le profil des acquéreurs, lui, a évolué? Alors, oui. 38% de primo-acquéreurs, contre 32% l'année précédente. Cette crise a amené effectivement un certain nombre d'acquéreurs à se poser la question, à anticiper l'achat, et on a effectivement une augmentation des primo-acquéreurs. Clairement aussi, une augmentation de la part des résidences secondaires, des bases arrières. On est passé de 15 à 17%. La part de l'investisseur, globalement, elle n'a pas bougé. Elle était de 10, elle était de 11, elle est de 10. La pierre, c'est bien placé les uns et les autres, est une vraie valeur refuge, est une valeur qui rassure. Et au niveau de l'investissement, on le perçoit. Augmentation de la primo-accession, 36% des achats se font toujours sans apport ou peu d'apport. On perçoit néanmoins une augmentation des paiements cash, notamment effectivement dans le monde par les investisseurs. Sur la diapo suivante, on se repose la même question, moi je vous la pose tous les ans, ceux qui vendent ou acheter. Alors je reviens toujours sur ma grille des déterminants de l'immobilier. Alors, dans nos territoires, les facteurs positifs pour l'achat, démographie, oui, on a toujours des soldes démographiques. Chaque année, de plus en plus de résidents viennent sur nos territoires. La pierre, effet et valeur refuge, plus que jamais. L'offre de crédit qui est prudente de nos banques, élément favorable là aussi à l'achat. Des ratios de CDL, autrement dit des tensions dans le remboursement du prêt habitat et des dettes tractées, des non-remboursements de prêts, très faibles en France. Le bas niveau de taux de crédit. Ce qui pourrait être négatif, ce qui n'est pas le cas, c'est un taux de chômage élevé. Malgré la crise, nous n'avons pas un taux de chômage élevé. La confiance des ménages reste stable. Donc on est encore là, non pas sur un élément positif, négatif, mais bel et bien effectivement. Alors, ce qui peut être amené effectivement à la prudence, à poser des questions, mais je crois que vous l'évoquiez tout à l'heure, maître, c'est le recentrage des mesures. Alors je ne parlerai pas de mesures fiscales. C'est effectivement toutes ces nouvelles mesures autour de la loi climat qui vont avoir des conséquences effectivement sur la rénovation du parc. C'est les prix en hausse. Oui, ils sont en hausse. C'est l'offre insuffisante. Je ne sais pas si l'offre est insuffisante. Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'on vend plus de biens cette année que l'an dernier. Donc l'offre, elle est là. Ce qui a changé fondamentalement, c'est la rapidité de circulation d'un bien. Voilà. Il y a toujours autant de biens à vendre, sauf qu'ils vendent plus vite. Ils vendent beaucoup plus vite. Il y a peu de négociations. La marge de négociation, elle est à minima. Aujourd'hui, c'est 3% de moyenne. Ça veut dire que l'essentiel des biens aujourd'hui se vendent sans négociation. Alors qu'on retirait effectivement en synthèse, on a vu un repli modéré en 2020. En 2021, on a un environnement économique qui, à ce stade, s'est amélioré. On a, c'est une particularité, une offre de neuf qui est de plus en plus insuffisante. Insuffisante parce qu'on a eu un retard, un décalage avec les élections municipales. L'an dernier, avec la Covid. On a eu là aussi des nouvelles municipalités qui sont installées avec effectivement de nouveaux permis de construire, de nouvelles études. Et on a aujourd'hui une offre faible en neuf. Les éléments favorables, c'est la demande qui se réoriente toujours vers un habitat plus favorable, notre modèle français du crédit habitat, qui soutient effectivement. Donc, très positif sur la fin de l'année 2021. La hausse des prix, elle est d'environ 5%, et je ne vois pas les prix à ce stade sur nos territoires baisser. Voilà. Peut-être dans certaines grandes villes, Paris, certains arrondissements, Bordeaux, Lyon, Nantes peut-être, baisser ou une croissance moindre, mais pas de baisse sur nos territoires.
Voilà l'essentiel du marché de la transaction. Quelques éléments très vite sur la location. Ce qu'on constate, et vous le percevez, c'est un très fort taux de rotation cette année, beaucoup de locations. L'impression de ne pas avoir beaucoup de biens disponibles. La même chose, ce n'est pas parce qu'il y a moins de biens sur le marché, c'est qu'il y a plus de demandes. Vous avez le cumul de 2 années, et vous le percevez, notamment le rapport que vous avez avec les nouveaux locataires, c'est qu'à la fois vous avez des locataires qui n'ont pas pu bouger l'an dernier, je pense à des jeunes actifs, je pense à des qui ont une population qui a trouvé son premier emploi, qui a fait sa période d'essai, qui a été bloquée dans le Covid et qui a dit je prends un petit studio et je vais attendre que ça se passe pour passer plus grand, passer la période d'essai, être sûr de mon travail et avoir un plus grand appartement. L'année dernière, la succession des confinements a paralysé. Vous avez des étudiants qui n'ont pas bougé, qui ont décidé de bouger, donc vous avez un flux important de demandes avec une offre qui reste raisonnablement la même sur le marché. Donc on a un marché qui est très tendu. Voilà, risque... Oui, on a effectivement sur, comme je disais, effectivement une faiblesse de l'offre. Voilà à peu près pour les grandes tendances du marché de l'immobilier. Vous voyez combien de temps ? 6. Voilà. Alors là, notre aspect peut-être plus ludique autour de la curiosité. On est sur la diapo marché sur le territoire. Je remercierai notamment ma collaboratrice Gaëlle qui est présente dans la salle, comme un certain nombre de nos collaborateurs qui pourront répondre tout à l'heure peut-être à vos questions de façon plus personnelle. Vous les reconnaîtrez, ils ont un petit pizza. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut acheter aujourd'hui? Qu'est-ce qui est à vendre pour un budget entre 55 et 85 000 euros? Ben, vous pouvez toujours trouver aujourd'hui, référence appartement de type 2 à type 5, avec ou sans travaux, sur Chino. Quelques photos pour illustrer. Entre 60 et 100 000 euros, qu'est-ce qu'il y a de disponible sur le marché? Un studio avec ou sans travaux, type 2 le plus souvent avec des travaux, des surfaces pas au-delà de 40 mètres carrés. Vous pouvez trouver effectivement ce type de... C'est bien, Tour Centre, Tour Nord, Tour Sud, des T2 dans ce quartier, quartier des Fontaines, La Riche, Saint-Cyr, possibilité d'avoir ce type de budget encore aujourd'hui effectivement des T3 sur sa ferme des corps, dans des orientations de rentabilité environ brute, vous voyez hors charge annuelle par rapport au prix d'achat d'environ 5%. Entre 100 et 150 000. Là, c'est mon prix moyen aujourd'hui, un appartement type 2 avec ou sans travaux, des types 3 plutôt rez-de-chaussée, avec travaux ou sans travaux selon les secteurs, ou des maisons aujourd'hui entre gros travaux. Des surfaces qui n'excèdent pas 70 mètres carrés. Tour Centre, Tour Nord pour naturellement les appartements type 2, Saint-Cyr, Joué, Chambray-les-Fleurs. Toujours pour moins de 150 000 euros, on est effectivement là, il faut s'orienter, s'excentrer, on parlait tout à l'heure, surface 80-150 mètres carrés, il faut aller sur Chinon, pour une maison de type 2 à type 5, type 5 sans travaux, type 2, type 5 avec travaux. Entre 160 et 250 000 euros. Et là, on peut trouver des appartements ou des maisons de type 3, surface 60-90 mètres carrés. Là, on va plutôt revenir sur le Tour, Tour Centre, Tour Nord, La Riche, Saint-Cyr, Joué-les-Tours, Chambray, autrement dit, l'ensemble de la métropole. Sur 180-190 000 euros, aujourd'hui, c'est des appartements type 3, 60-80 mètres carrés, Ballon-Miré. 210-220 000 euros. Là, il va falloir effectivement, on peut trouver, là, entre 120 et 120 mètres carrés, très demandé. On est plutôt dans le secteur sud-ouest de la Touraine, des maisons de type 4, type 5. Chaque fois, je vous ai mis des illustrations. Naturellement, ces documents seront à votre disposition. Pour finir, effectivement, entre 260 et 350 000 euros, ben, on est sur type 3, type 5, 80-150 mètres carrés,
toujours sur Tours Métropole. À 300 000 euros, vous pouvez trouver d'excellentes, de très belles maisons, type 5, avec ou sans travaux, ou sans travaux, pardon, autour de 180 mètres carrés. Et là, effectivement, il faut quitter Tours, il faut aller sur le Chinonais. Et sur les derniers budgets, on a effectivement de 360 à 500 000 euros. C'est un appartement, une maison type 4 et plus, entre 100 et 250 mètres carrés, et on revient effectivement sur la tour, sur la métropole de Tours. Enfin, très belle maison, les deux derniers exemples, 410-480 000 euros, vous êtes sur des maisons, là, à 150-160 mètres carrés, vous allez être à nouveau sur le secteur de Ballon-Miré. Et jusqu'à 1 million d'euros, eh bien, vous dépassez des surfaces entre 150 et 300 mètres carrés. Voilà, appartement, maison type 4 et plus, particulier tourangeau, immeuble pour le plus souvent sans travaux importants, des secteurs autour de la métropole. Voilà quelques exemples pour illustrer mes propos. Je vous le disais tout à l'heure, l'ensemble de ces pièces sont à la disposition du secrétariat de l'UNPI. Naturellement, nous serons communiqués avec le plus grand des plaisirs. Également, vous avez Madame Coutable, donc vous voyez apparaître son numéro de téléphone, son adresse mail. Vous pouvez prendre une photo, elle se fera un plaisir de vous adresser l'ensemble de ces documents. Merci à vous. J'ai respecté les temps. Tout à fait. Merci, je crois qu'on peut l'applaudir pour cette intervention qui nous permet d'avoir une vision tant nationale que locale de l'immobilier en 2021, à la suite de notre crise bien connue maintenant. Alors, si vous le voulez bien, quelques mots, sans vouloir trop vous retarder, sur l'activité de l'UNPI Val-de-Loire. C'est l'adaptation à la nouvelle situation sanitaire en mettant en place des réunions dématérialisées. Nous avons fait en 2020, vous le voyez, 11 réunions dans le contexte que vous connaissez. Je crois que c'était véritablement une gageure, c'était assez intéressant. Vous avez participé de façon importante à ces webinaires et nous avons à cette occasion constaté que non seulement vous étiez présents lors du webinaire en direct, mais que vous étiez aussi nombreux, voire plus, à écouter en podcast ces interventions extrêmement intéressantes. Au premier semestre 2021, nous avons réalisé 6 réunions sur les 6 premiers mois et je vous demande de faire un banc pour nos intervenants parce qu'ils se sont véritablement dévoués pour faire ces interventions et ils méritent d'être applaudis parce que leurs interventions étaient particulièrement brillantes. Et de ma part, une mention particulière et un remerciement particulier à Julien Berbiger, avocat, qui, sur les 6 réunions, en a assumé 3. C'est quand même un travail considérable quand on connaît sa charge. N'applaudissez pas trop vite, mais il faut qu'il continue. Et il faut qu'il continue notamment au 2e semestre, et je suis heureux qu'il soit là pour savoir que son agenda va se remplir. Voilà. Alors voilà pour les réunions qui nous ont occupés sur ces derniers temps. Les représentations extérieures, vous les voyez derrière moi, elles sont classiques. Bon, ça nous occupe beaucoup. La retraite, c'est très pratique pour ça. Ça permet d'être en réunion très régulièrement, pas souvent chez soi. Il faut rajouter à ces commissions, il faut rajouter l'Observatoire des loyers à Tours, dont je m'occupe. Il faut rajouter également les PLH des villes de Tours, de Blois, d'Orléans et un certain nombre de PCI qui nous invitent pour l'organisation de leur plan concernant l'habitat. Il faut vous dire, c'est simplement l'anecdote, mais la semaine dernière, il y avait le PLH
d'Orléans et celui de Blois. C'est extraordinaire parce qu'il y en a un, c'était 215 pages qu'il fallait étudier avant la réunion, l'autre c'était 120 pages. Enfin, c'est vraiment assez extraordinaire de voir la façon dont il faut travailler dans ces commissions. Voilà pour les représentations. Maintenant, nos adhérents. La situation des adhérents, rapidement. Au 31 décembre 2019, nous étions 1186 adhérents à jour. Au 31 décembre 2020, nous n'étions plus que 1116. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, 22 septembre 2021, nous sommes 1125. Nous récupérons petit à petit notre retard. Dans les adhérents, au 31 décembre 2020, il y avait 106 nouveaux adhérents, ce qui nous montre le dynamisme de notre association et le fait que nous sommes véritablement utiles. 24 nouveaux adhérents par l'intermédiaire de la plateforme juridique. J'en parlerai tout à l'heure sur notre avenir. Mais nous avons subi 176 radiations. Alors, radiations, soit de gens qui nous ont dit qu'ils ne voulaient pas continuer à adhérer, soit de gens qui n'ont pas payé leur cotisation malgré les relances. Alors, ces relances, nous avons pu savoir par ces relances les causes des radiations, décès naturellement, vente, mise en gérance, des intérêts pour la cause de l'immobilier, le coût de la cotisation, nous l'avons eu, et insatisfaction, nous avons eu 2 insatisfactions sur les 167. Notre politique pour lutter contre ces radiations, c'est l'envoi de l'appel de cotisation mois par mois, le mois suivant une lettre de rappel, le mois suivant une première relance téléphonique par Isabelle Assouline, que je remercie ici, et 15 jours plus tard, une deuxième relance téléphonique pour essayer de voir véritablement un résultat, avec envoi à nouveau de l'appel de cotisation pour essayer d'obtenir véritablement un résultat. C'est une charge considérable en travail, vous le comprenez bien. C'est un coût pour l'association et malgré cela, nous enregistrons encore des radiations sans savoir pourquoi. Ce qui nous rassure un petit peu, mais nous désole en même temps, c'est que 2 ans après, on a des gens qui n'ont pas payé leur cotisation, qui reviennent nous voir, qui nous demandent des imprimés, qui nous demandent une consultation et qui, à cette occasion, reprennent leur adhésion. Alors, c'est un peu le service. C'est-à-dire que j'ai un problème, j'adhère, j'ai plus de problème, j'adhère plus, j'ai un nouveau problème, je reviens. Pendant ce temps-là, nous, on se démène et on est désespéré de voir 176 personnes quitter l'association dans une année, alors qu'on en fait 120 nouveaux, c'est ridicule. Voilà pour les adhérents. Pour les représentations extérieures, nous faisons en sorte que la voix des propriétaires soit entendue dans ces réunions. Autant c'est réalisable et réalisé dans les commissions, conciliation des baux d'habitation, baux commerciaux, fiscalité, là, la voix des propriétaires est entendue et je crois que la parité fonctionne bien. Autant c'est plus difficile au niveau des PLH, des PDALHI, des CRHH et autres commissions, où la préoccupation des nombreux intervenants est axée sur les difficultés rencontrées par nos concitoyens. Donc, une aide aux populations en difficulté, et donc une priorité donnée au parc public. Le parc privé a la dose minimum d'attention et véritablement, on a le sentiment que le lobbying du parc public à l'égard des administrations est extrêmement fort et très utile et efficace, et que nous sommes loin du compte, nous, le parc privé. Pourtant, dans les chiffres que je vous donnerai tout à l'heure, vous verrez que nous sommes pourtant plus importants dans le parc de logement. Alors, malgré ces éléments négatifs, notre combat pour la redynamisation des centres-villes et des centres-bourgs, d'une part, pour l'économie d'emprise des terres agricoles, d'autre part, sur la densification de l'immobilier, enfin, et sur la nécessité de s'attaquer à la vacance, tout ça, tous ces combats que nous menons, et vous m'entendez chaque année en parler depuis des années, commencent à avoir un écho au niveau des pouvoirs publics, mais
c'est véritablement un autre combat qu'il faut mener, c'est s'attaquer à la vacance qui doit être la priorité absolue. Malheureusement, même si dans l'esprit des dirigeants locaux, tous ces combats commencent à avoir leur place, il y a de plus en plus la vision étatiste sur la propriété qui se fait jour, cette volonté de nationaliser le parc locatif qui pèse naturellement sur notre intervention. Pour obtenir satisfaction et pour vous servir, nous avons des projets immédiats. Nous avons d'abord l'ouverture d'une boutique en ligne. Vous voyez qu'on est moderne à l'UNPI Val-de-Loire. On ouvre au mois d'octobre notre boutique en ligne. On vous fournira un bail numérique. Vous pourrez réaliser votre renouvellement de cotisation, vos commandes d'imprimés. Vous aurez les imprimés par la poste immédiatement, par la boutique en ligne. Donc vous aurez la possibilité d'une réaction beaucoup plus rapide et efficace qu'actuellement. Ensuite, nous reprenons les réunions d'information en présentiel et en vidéo. Nous allons doubler naturellement les présentiels par des vidéos. Les thèmes envisagés, ce sont les baux commerciaux, l'état des lieux, la procédure d'expulsion et ses suites, la copropriété. Et nous envisageons également, peut-être pas au dernier semestre, mais certainement au début de l'année 2022, une réunion ouverte à tout public avec un intervenant extérieur de qualité, un peu comme nous l'avions fait avec Luc Ferry pour le centenaire, sur la fiscalité et la situation de la tête de la France au regard de son PIB. Nous vous informerons naturellement en temps utile de cette soirée, de cette grande soirée. Alors pour mener tous ces projets, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre fidélité d'abord, nous avons besoin de votre aide ensuite. Alors, surtout ne me dites pas, je n'ai pas de connaissances suffisantes en droit, je ne peux pas vous aider, je ne sais pas. On a besoin d'aide aussi matérielle. Nous sommes une association et vous le savez, nous sommes des bénévoles. Les membres du conseil d'administration, vous en avez une magnifique brochette là à l'entrée. Les 6 personnes qui en font partie, il y en a d'autres dans la salle, non, mais on a besoin d'aide, y compris sur le plan matériel. Faites-vous connaître auprès de Delphine de façon à nous aider. Non, je dors pas. Voilà, vous n'êtes pas trop fatigué? Non, enfin, c'est bon. Les combats de l'UNPI. Alors, qu'est-ce que c'est que les combats actuels de l'UNPI? Premier combat, l'encadrement des loyers. Ça ne vous concerne pas directement si vous n'êtes propriétaire qu'à Tours, mais l'encadrement des loyers, c'est un de nos combats essentiels à l'UNPI. C'est une réactivation de la loi Elan. C'est une disposition qui interdit aux propriétaires dans une ville située en zone tendue et pour laquelle un arrêté préfectoral a été pris mettant en place cet encadrement des loyers. Ça interdit donc aux propriétaires de louer au-delà du loyer de référence qui est fixé par le préfet en fonction des moyennes de loyer données par les études sur le parc privé. Dans le décret qui a été pris récemment et qui vise la période du 1er août au 31 juillet, 1er août 21 au 31 juillet 2022, il y a très exactement 28 agglomérations françaises qui sont concernées par cet encadrement. Dans la plupart de ces grandes agglomérations, les chambres UNPI ont fait des recours administratifs à l'encontre de ces décisions. Pourquoi ? Parce que les municipalités ne respectent pas la loi et les obligations. Ça concerne naturellement le concept même de l'encadrement des loyers sur la zone, c'est-à-dire qu'il faut impérativement que les zones soient déterminées dans le décret, et c'est autre part des recours sur les montants quand on est en désaccord avec le loyer médian, le loyer augmenté, etc. Face à ces recours qui sont faits de façon individuelle par les chambres, l'UNPI national a doublé la totalité de ces recours par une procédure devant le Conseil d'État à nos frais, aux frais de la Fédération, parce qu'il est indispensable de mener les 2 procédures de fond. Une procédure locale devant le tribunal administratif et une procédure nationale devant le Conseil d'État. Pour l'instant, nous n'avons pas eu de réponse
sur ces procédures, mais nous avons de bon espoir d'obtenir satisfaction. Un travail considérable a été fait par les 6 principales chambres concernées, Bordeaux, Grenoble, Lyon, j'en oublie, Montpellier, je l'ai dit, Paris naturellement, Lille, et toutes ces chambres ont travaillé ensemble, ont établi des mémoires de façon extrêmement sérieuse et, avec l'aide de la Fédération et des juristes de la Fédération, soutiennent le recours devant le Conseil d'État. Premier combat, donc, l'encadrement des loyers. Pourquoi? Enfin, bon, je le dis parce que ça peut échapper, c'est quand même une atteinte inacceptable au droit de propriété que cet encadrement. Alors on nous dit à chaque fois c'est pour un an, etc. Et puis ça perdure depuis la loi Elan, et à chaque fois on a un nouveau décret qui est pris. Il faut absolument s'opposer contre cette volonté de l'État d'intervenir dans les rapports locatifs. Et pour la même raison, deuxième point, le permis de louer. Le permis de louer, il a été instauré par la loi Allure. Il permet aux collectivités locales d'instaurer dans des zones comportant une proportion importante d'habitat dégradé, soit une autorisation préalable de mise en location, soit une déclaration. Le but affiché de la loi, c'était de lutter contre les marchands de sommeil. Alors là, l'UPI, on est tout à fait d'accord. S'il s'agit de lutter contre les marchands de sommeil, on est les premiers à vouloir les éradiquer, il n'y a pas de problème. Seulement, on dit que faire une loi pour éradiquer les marchands de sommeil en leur demandant de venir se déclarer et de demander des autorisations, c'est se moquer du monde. Les marchands de sommeil ne respectent pas la loi actuelle, ils vendent des locaux qui ne sont pas conformes au texte actuel en ce qui concerne la décence ou les autres textes, et ils se font en général régler en liquide sans faire de déclaration fiscale. Vous pensez bien que ce n'est pas parce qu'on met un permis de louer qu'ils vont se précipiter à la mairie pour demander l'autorisation de louer. Bon, c'est ridicule. Bon. D'autre part, il existe à l'heure actuelle dans l'arsenal législatif français suffisamment d'éléments pour lutter contre les marchands de sommeil. Il suffit de les appliquer. Le maire en a la possibilité, ce n'est pas la peine de mettre un permis de louer qui va handicaper la totalité des propriétaires corrects. Si encore, on nous avait dit, avec le permis de louer, vous serez tranquille, on ne pourra plus vous dire pendant la durée du bail que votre logement n'est pas décent ou qu'il est insalubre. On aurait pu à la limite comprendre, mais c'est pas vrai. Vous pouvez avoir un permis de louer et un an après, vous voir traîner dans la boue par votre locataire en disant que votre logement, il n'est pas conforme à la loi parce qu'il est indécent ou il est véritablement en état de délabrement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire du tout, c'est une atteinte supplémentaire au droit de propriété et nous luttons contre ça. Alors on lutte d'autant plus, on s'est aperçu que les maires utilisaient le permis de louer, non pas du tout pour éradiquer les marchands de sommeil, mais pour avoir une connaissance complète du marché privé, de la location privée, et pouvoir intervenir sur ce marché et reprendre des biens et pouvoir les recéder au parc public. Voilà ce qui se passe depuis l'instauration du permis de louer. Et donc, nous sommes partis en guerre contre ce permis de louer, et nous avons obtenu satisfaction à Mantes-la-Jolie, nous avons obtenu dans Région Centre satisfaction à Châteauroux, où ils ont retiré leur permis de louer parce que notre recours était fondé. Alors, notez que le parc public est exempté des permis de louer. De toute façon, en ce qui concerne l'encadrement, c'est la même chose. Il n'y a pas de... Ça ne s'applique pas. Le permis de louer ne s'applique pas non plus aux locations conventionnées. Pourquoi est-ce qu'il s'applique à des logements qui sont véritablement parfaitement conformes et c'est absolument inacceptable. Nous luttons contre ça. Ça, ce sont des problèmes de principe. Je vais maintenant vous parler des DPE. Les DPE, là, c'est un problème technique et c'est un problème beaucoup plus grave pour vous. Là, vous êtes directement concerné, vous, Tourangeau, par ce problème des DPE. Les nouveaux DPE, qu'est-ce que ça veut dire? Les nouveaux DPE, c'est une nouvelle façon de classer vos logements. Ils sont rentrés en application au 1er juillet 2021. Préalablement à l'entrée en vigueur de ces nouveaux DPE, la loi a prévu que les logements qui seraient classés G
ne pourraient plus être loués à partir de 2025, que les logements qui sont classés F ne pourraient plus être loués à partir de 2028, et que les logements qui sont classés E ne pourront plus être loués à partir de 2034. Pourquoi est-ce que je vous dis ça d'emblée dans mes explications? Parce que faire un texte pour interdire la location de biens dont on ne sait pas quels seront les biens qui seront classés E, F, G au moment où on fait le texte, c'est se moquer du monde. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas? Parce qu'on sait maintenant, et le ministère le reconnaît, que le déclassement des biens par les nouveaux DPE va entraîner le déclassement de près d'1 million de logements. Ce que vous nous faites remonter à l'UNPI depuis le 1er juillet, ce ne sont que des déclassements. Il n'y a pas, à ma connaissance, pour l'instant, de logements qui étaient classés G qui sont passés F, qui étaient classés F qui sont passés E avec les nouveaux DPE. Il n'y a que des déclassements. Pourquoi? Bien parce que le nouveau DPE est basé sur deux critères différents. Un premier calcul sur la consommation énergétique primaire, c'est le premier élément, et un deuxième classement à partir des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est le plus mauvais résultat de l'un ou l'autre de ces deux éléments qui entraînera le classement de votre bien dans le nouveau DPE. D'ores et déjà, aujourd'hui, vous n'avez pas la possibilité, quand vous êtes classé en F ou G, d'augmenter votre loyer selon les augmentations légales. Vous ne pouvez plus. Le loyer est bloqué. Premier élément. Vous ne pouvez plus faire de révision ni de majoration de loyer. Et quand vous renouvelez un bail d'un logement qui est classé F ou G, vous êtes obligé de reprendre le loyer antérieur du précédent locataire. Voilà la situation actuelle. Voilà contre quoi nous luttons absolument. Et nous luttons d'autant plus que la loi a prévu que le classement F et G entraînait obligatoirement le classement du bien en local indécent. Voilà la situation. Or, permettez-moi de citer un exemple d'un investisseur qui achète un appartement dans un immeuble 18e à Tours. Vous savez, c'est beau ce immeuble avec des grandes fenêtres, qui fait des dizaines de milliers d'euros de travaux, qui refait tout, mais au top, vraiment au top, qui prend pour ça architecte maître d'œuvre, qui pense donc être parfaitement dans les clous, et qui offre à la location un bien rénové de grande classe, et avant de le mettre en location, il va avoir son diagnostiqueur confiant. Et là, il a un appartement en F et l'autre en G. Voilà la situation aberrante à laquelle on aboutit aujourd'hui. Alors vous me direz, c'est un exemple, mais moi j'ai, parmi vous, des exemples précis de gens qui ont été déclassés et qui ne savent pas comment faire. En plus, on se moque du monde. Pendant des années, on nous a dit qu'il ne fallait pas d'électricité pour le chauffage, que c'était épouvantable, et les précédents DPE classaient mal les logements qui étaient chauffés à l'électricité. Naturellement, vous avez mis des chaudières au gaz, à la campagne, dans vos maisons, vous avez mis des citernes à fioul, et maintenant c'est l'inverse. On est sanctionné quand on utilise le fioul, on est sanctionné quand on utilise le gaz, et on nous dit qu'on ne pourra pas renouveler l'installation, qu'il faudra tout changer. Donc voilà une situation qui est absolument inacceptable. On avait obtenu dans la loi un point positif et qui était un nouveau motif de congé. On pouvait donner congé pour faire des travaux d'économie d'énergie quand ça nécessitait le départ du locataire. C'était une avancée que l'on avait obtenue. Manque de chance, le Conseil constitutionnel a cassé uniquement cette partie-là de la loi, et il reste que ce qui était mauvais. Voilà, comme d'habitude. Alors, pourquoi est-ce qu'on est furieux? Parce qu'en face, on n'a pas les aides suffisantes. C'est pas possible de renouveler et de rénover 1 million de logements en 8 ans. C'est absolument impossible.
Pourquoi c'est impossible? Parce que les artisans, vous le savez, si vous faites des travaux, ils sont tous retardés parce qu'ils n'ont pas les matériaux à l'heure actuelle. Les chantiers sont bloqués, les artisans ne savent pas exactement ce qu'ils doivent faire comme travaux pour obtenir les résultats. Quand vous voyez que l'immeuble dont je vous parlais tout à l'heure a l'isolation d'une part et les doubles vitrages et qu'il est chauffé à l'électrique, quels travaux vous allez faire pour reclasser votre immeuble? On ne sait pas. Bon, donc c'est absolument incroyable. Et puis surtout, on vous dit du côté de l'État, ma prime rénov permet la rénovation énergétique des logements, c'est merveilleux, ça marche très bien. Ça marche très bien pour les propriétaires occupants, c'est vrai. C'est vrai que ça marche bien pour les propriétaires occupants, mais pour les bailleurs, à 90%, ça ne marche pas. Bon, donc c'est absolument inacceptable, car le texte sur les DPE ne concerne que les bailleurs, et les bailleurs n'ont pas les moyens, avec la rentabilité actuelle de leurs biens, de faire des travaux considérables pour changer ça. Alors, à l'UNPI, nous luttons avec nos moyens et avec les moyens que vous nous donnez pour obtenir, d'une part, le report de ces dates de 2025, 2028 et 2034, les remettre plus loin dans le temps pour permettre aux propriétaires d'amortir les travaux et de les faire normalement. Et nous demandons que les conséquences de l'incidence de l'indécence soient modifiées dans la loi. Voilà des éléments que je voulais vous donner sur les DPE, et je vous demande sur ce point de nous soutenir particulièrement. Notre lutte, c'est également la fiscalité locale. Vous savez qu'à l'UNPI, on a l'Observatoire des taxes foncières. Grâce à cet observatoire, depuis 2 ans, les taux restent à peu près stables dans la plupart des villes. On constate. D'abord, c'était à cause des élections municipales, et maintenant, c'est grâce à l'Observatoire, les élus sont extrêmement prudents. Vous avez reçu votre feuille d'impôt. Donc, vous avez vu ce qui s'est passé. Vous savez que la taxe d'habitation, pour 80% des Français, a été supprimée. Les autres continuent à la payer, on en parlera. Mais regardez votre feuille d'impôt. Regardez, si vous habitez Tours, votre feuille d'impôt, et vous allez voir sur quoi vous êtes augmenté. Plus de 20% sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à Tours. Plus de 20% sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à Tours. Vous avez sans doute augmenté de 20% le montant total que vous remettez dans votre poubelle. Enfin, on se moque du monde. On se moque du monde. On est en train de récupérer, par l'intermédiaire de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la baisse de dotation de l'État en ce qui concerne les collectivités locales, et c'est encore les propriétaires qui doivent supporter ça. C'est absolument insupportable. Autre combat, les résidences-services. Les résidences-services. À l'occasion de la crise du Covid, nous nous sommes aperçus qu'il y avait un véritable problème pour les propriétaires de résidences-services. Vous connaissez le système des résidences-services, hein. Vous êtes démarché par quelqu'un qui vous propose un produit extraordinaire, vous n'avez pas les moyens d'acheter un appartement, malgré ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur Lefebvre, il y en a qui ne sont pas très chers, mais vous vous dites non, un appartement, j'y arrive pas, et donc vous achetez simplement une chambre dans une résidence-service. Une résidence-service, c'est quoi? C'est soit la résidence hôtelière, soit la résidence vacances, soit la résidence étudiante, soit une résidence urbaine. Il y en a des tas et des tas, c'est principalement quand même les résidences vacances. Et vous achetez une chambre. Et là, on vous dit, ben, vous êtes tranquille parce que vous allez avoir un locataire qui va être là pour 9 ans, qui va vous payer le loyer. Vous n'aurez pas à vous soucier de trouver quelqu'un pour occuper votre appartement pendant les vacances. Sauf qu'on ne vous dit pas que c'est un bail commercial. Et que dans le bail commercial, il y a le renouvellement, bien sûr, mais il y a aussi la révision au bout de 3 ans. Et puis que vous vous trouvez en face d'un locataire qui est l'exploitant de la résidence. Et l'exploitant de la résidence, il n'en exploite pas seulement une, il en exploite plusieurs. Et vous avez ainsi, je ne citerai personne, mais une entreprise qui a 21 000 petits propriétaires d'une pièce en face de lui. Et de l'autre côté, une seule entité avec je ne sais combien de juristes, avocats, fiscalistes et autres. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe un bras de fer que le petit propriétaire est obligé de perdre parce qu'il n'est pas de taille à s'opposer à cette entreprise. Alors
On s'est aperçu de ça à l'UNPI à l'occasion de la crise du Covid, parce que les loyers ont cessé d'être payés à ce moment-là, et les propriétaires en question se sont trouvés dans des situations épouvantables. Je suis personnellement intervenu auprès de Bruno Le Maire sur ce point, et on a obtenu des avancées significatives de sa part. Il a même déclaré, et c'est important, que le système était vicié à la base et qu'il fallait le revoir. En attendant, on a créé à l'UNPI un pôle spécifique pour les résidences-services, et nous sommes en discussion constante avec les autorités afin de faire bouger les lignes, et nous défendons par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats de Marseille l'ensemble des petits propriétaires dans le cadre des procédures qui sont en cours et qui sont nombreuses. Passons maintenant aux expulsions. Les expulsions, vous le savez, vous connaissez l'expression extraordinaire qui me plaît beaucoup, la trêve hivernale. Vous la connaissez, la trêve hivernale? La trêve hivernale qui, en 2020, s'est arrêtée à la fin de l'été, et la trêve hivernale qui, en 2021, s'est arrêtée le 30 juin. Le 30 juin, c'est pas l'hiver. Bon. Donc, là encore, c'est les propriétaires qui supportent la situation au motif qu'il faut une paix sociale. Nous avons obtenu de l'État que le ministère du Logement et le ministère de l'Intérieur donnent des instructions au préfet pour qu'une pratique cesse, qui était la pratique des préfets qui n'accordaient pas la force publique aux propriétaires qui avaient obtenu un jugement d'expulsion et qui ne pouvaient pas, en conséquence, l'exécuter malgré la diligence des huissiers, et notamment des nôtres, que je salue ici ce soir. Et donc, les propriétaires étaient fondés à demander, par voie amiable, puis par voie judiciaire, si c'était nécessaire, la condamnation de l'État à prendre en charge les indemnités pour compenser les loyers non payés. Les préfets, face à ça, avaient tendance à proposer un tiers du montant du loyer ou la moitié du montant du loyer. Le ministère a dit non, terminez cette pratique et maintenant vous devez payer la totalité du montant du loyer. Ça a amené une réaction satisfaisante dans de nombreux départements, mais il y a eu l'embouteillage de la fin de cette trêve hivernale avec les dossiers qui s'étaient accumulés sur 2020 qui sortaient naturellement tous en même temps, et en plus à une mauvaise période pour les locataires, puisque c'est une période de grande mutation dans le parc, que ce soit le parc privé ou le parc public, l'été, et donc difficulté pour les gens qui étaient expulsés à retrouver un logement plus facilement. Cette situation, loin d'avantager les locataires, n'a fait que les pénaliser un petit peu plus. Ensuite, après les expulsions, nous avons lancé un chantier sur les foncières privées. Là, je passe très rapidement. Nous nous sommes aperçus qu'à l'occasion de la crise du Covid également, que les foncières privées, c'est-à-dire des gens qui sont des professionnels de l'immobilier qui gèrent des centaines et des centaines de lots et qui ne font pas appel public à l'épargne, n'étaient nullement représentés et que leur voix n'était pas entendue, avec des situations ubuesques, c'est-à-dire que quand il s'agit de les taxer, on les considère parfois comme des entreprises et on les soumet à l'impôt sur les sociétés et aux autres impôts concernant les entreprises. Et quand il s'agit de l'impôt sur la fortune immobilière, on les considère comme des particuliers et on les impose au titre de l'IFI. Donc on s'est emparé de ce chantier, qui est un vaste chantier, qui va déporter également sur les baux commerciaux naturellement. Un autre point de lutte, c'est la copropriété. Alors, en ce qui concerne la copropriété, nous luttons pour que les AG en présentiel reprennent. Nous estimons en effet que l'expérience que nous avons eue sur les AG par vote par correspondance, c'est une véritable catastrophe et un déni de démocratie dans les AG. Alors, entendons-nous bien, quand il s'agit d'entériner le budget et les comptes de l'année et donner quitus au syndic et renouveler son contrat, etc., toute affaire courante, il n'y a aucun problème pour le faire par correspondance. Quand il s'agit de travaux,
là, ça nous semble absolument anormal. De même que quand il s'agit de volonté de certains copropriétaires de faire voter des décisions, soit de cession, soit d'abandon, soit de travaux, il y a là une absence de discussion qui est préjudiciable à l'intérêt global. Donc, nous luttons pour la reprise des AG en présentiel et uniquement en présentiel. Je vais vous donner un seul exemple. Sur l'ordre du jour d'une Assemblée générale que vous recevez avec vote par correspondance, il y a des travaux concernant un bâtiment, et notamment des balcons. Un exemple bête. Balcon, on vous dit qu'il y a 40 000 € de travaux à faire sur les balcons. Vous regardez votre règlement de copropriété et vous voyez que les balcons sont des parties privatives. Bon, vous allez voter contre. Mais vous n'allez jamais pouvoir dire aux autres copropriétaires, attention, on vous demande de voter et de payer pour des parties privatives, il faut voter contre. Mais vous ne pouvez pas le faire. Donc tout le monde vote, et ceux qui ne savent pas qu'il s'agit de parties privatives parce qu'ils n'ont pas regardé leur règlement de copropriété, ils sont de bonne foi et ils votent plus. Donc il y a un déni de démocratie sur ce point. Sur les baux commerciaux de films, nous... Ils sont là-dedans? Ben non, vous avez travaillé trop. Ah, j'en ai rajouté. Sur les baux commerciaux, on mène une réflexion sur le statut des baux commerciaux et sur la pérennité de ce statut. Pourquoi? Parce que, vous le savez, au niveau européen, il y a des questions qui sont posées sur la pérennité du statut des baux commerciaux, sur la propriété commerciale, sur la longueur des baux. Et puis, nous savons que les représentants des locataires, commerçants, sont en marche à l'heure actuelle pour obtenir, d'après eux, un statut identique pour les baux commerciaux à celui des baux d'habitation. Alors vous imaginez le déséquilibre qu'il y a à l'heure actuelle dans le statut des baux d'habitation en faveur des locataires. Il y a déjà une situation problématique pour les baux commerciaux à l'heure actuelle. Si on rajoute là-dedans tout ce qui concerne les baux d'habitation, c'est une véritable catastrophe, d'autant que, pour autant, il n'est pas question pour eux de toucher à la propriété commerciale. En ce qui concerne les baux d'habitation, on travaille également sur la mise en place d'une veille des impayés, et on a relancé Clameur, qui est un outil essentiel sur l'évolution des loyers. On lutte également sur les squats. Vous le savez, on a obtenu des avancées importantes sur les squats, mais la loi est nettement insuffisante. D'abord, parce que les préfets ne respectent pas le délai de 48 heures qu'il leur est donné pour répondre aux demandes d'expulsion en la matière. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que la loi ne concerne qu'une part modeste des biens squattés, puisque ça concerne principalement les habitations. Donc vous voyez que l'UNPI a véritablement beaucoup de chantiers en cours et qu'il lui faut absolument votre soutien pour les mener à bien. Ma vision, j'ai mis dans mon tête la vision de la crise du logement, mais c'était avant de tout rédiger, et donc je vous demande de noter que c'est ma vision de la crise du logement, j'en porte la responsabilité. Vous n'êtes pas trop fatigué, je ne vais pas trop vite? Ça va? Parce que là, ça va être un peu dur, c'est les chiffres et c'est compliqué. 2019, j'ai évacué 2020 parce que 2020 n'est pas une année normale, donc on ne peut pas prendre les chiffres de 2020. 2019, 450 000 logements neufs construits en France. 2019, 736 000 bébés sont nés en France. 2019, 610 000 décès en France. Ça veut dire 140 000 personnes de plus en France. D'accord? C'est pas mes chiffres, hein. C'est les chiffres de l'INSEE. J'ai rien bidouillé. Pour votre information, les décès en 2020, ça peut vous intéresser, par rapport aux 610 000 de 2019, c'est 660 000. C'est-à-dire quand même 50 000 décès supplémentaires en 2020 par rapport à 2019. On sait pourquoi.
Deuxième constatation, la baisse de la natalité est constante en France depuis 2015. Troisième élément, les prévisions des gens qui font de la statistique disent si on suit la même courbe qu'à l'heure actuelle, en 2070, en 50 ans, en 2070, il y aura 10 millions de plus de personnes et, hypothèse basse, il y aura 5 millions de moins de personnes en France. En 2018, la taille moyenne d'un ménage, c'était 2,2 personnes par résidence principale. En 2020, en France, on a 37 millions de logements. Dans ces 37 millions, ça se décompose en 30 millions de résidences principales, 4 millions de résidences secondaires, et me direz-vous le complément? Il en manque 3. Ce sont les locaux vacants et les locaux particuliers, c'est-à-dire les résidences hôtelières étudiantes et autres, ce qu'on appelle les logements occasionnels. Et les chiffres de l'INSEE montrent que 80% du neuf concerne des résidences principales. Si vous faites une ratio entre les résidences qui ont été construites, l'ensemble des constructions sur l'année 2019, vous appliquez 80%, vous avez donc 360 000 nouvelles résidences principales qui ont été construites. Pour un solde positif de population de 140 000 naissances et décès enlevés. Ces 360 000 logements, résidences principales, compte tenu du taux à 2,2 moyenne d'occupation de la résidence principale, ça veut dire qu'on loge 792 000 personnes. Ce qui veut dire 792 000 moins les 140 000 supplémentaires, ça veut dire que 652 000 personnes peuvent être relogées. Alors ce que je vous dis là, ce n'est pas l'opinion de la FFB, ce n'est pas l'opinion des promoteurs, ce n'est pas l'opinion de la plupart de nos amis financeurs. Tout le monde dit qu'il faut construire davantage. Moi, je m'interroge. Je sais que quand je construis un bien, je ne le construis pas pour l'année qui vient. Je ne le construis pas pour les 5 ans qui viennent. Je le construis pour plus de 20 ans, voire 50 ans, voire 100 ans. Bien. Or, les prévisions de natalité d'une part, le solde positif actuel de 140 000 personnes et le taux de construction actuel, c'est inquiétant. Soit on nous cache des choses, soit la crise du logement est en train d'être totalement résorbée, sous réserve des 3 millions de logements vacants dont on parlera plus tard. Et je vous rappelle que les pires annonces en matière de crise du logement, ça nous dit qu'il y a 600 000 personnes qui sont mal logées, pas non logées, mais mal logées. Il y a des gens qui ne sont pas du tout logés, on est d'accord, mais ce n'est pas le problème. La baisse de la natalité ne fait que s'amplifier. Dans les semaines qui viennent, je vais vous transmettre un article que je suis en train de rédiger sur ce problème avec l'aide de 2 statisticiens et de spécialistes de la natalité pour véritablement essayer de voir les choses aussi précises que possible. Je pense qu'il faut absolument obtenir un véritable bing-bang de modification de la politique du logement. Il faut sortir des 3 millions de logements vacants actuels de leur situation. Et les actions qui sont à l'heure actuelle menées, je vous l'ai dit, j'étais à Orléans au PLAH jeudi dernier, j'ai visité les réalisations qui ont été faites par la métropole d'Orléans. C'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Il y a 10 maisons dans un quartier qui ont été refaites. Je ne jette pas la pierre, c'est mieux que rien, mais c'est notoirement insuffisant. Je dis que par l'application des nouveaux DPE dont je vous parlais tout à l'heure, on va aggraver la situation du parc public. Je vous le répète, c'est immédiatement 800 000 logements qui sont concernés, et à 8 ans, c'est plus d'1 million de logements qui sont concernés et qui vont se trouver en difficulté.
Je pense qu'il faut absolument travailler sur la sortie de la vacance. Pourquoi? Parce que c'est écologique. On ne mange pas de nouveaux sols. On ne demande pas de nouvelles infrastructures à la société. On utilise du bâti qui existe et que l'on rénove et on garde notre patrimoine et on permet à notre patrimoine d'être conservé. Donc, véritablement, nous demandons à l'UNPI qu'on agisse réellement sur la sortie de la vacance par des aides sensibles, considérables au parc privé pour aider ces propriétaires qui sont en difficulté et non pas utiliser les moyens qui sont donnés aux collectivités locales pour racheter les biens des propriétaires les plus en difficulté pour les revendre au parc public, ce qui me semble une nationalisation cachée du parc privé par les collectivités, et ça, je veux lutter contre cette situation. Dernier élément, si vous n'êtes pas complètement fatigué, mais je vous ai qu'une fois par an, donc je me permets de vous dire tout ce que j'ai sur le cœur à cette occasion. Dernier élément, c'est la situation de la propriété privée en France. En 2001, il y avait dans le parc privé 24,5 millions de résidences principales. Il y avait 2,7 millions de résidences secondaires et il y avait 2 millions de logements vacants. En 2021, maintenant, 20 ans plus tard, il y a 37 millions de logements, 30 millions de résidences principales, 3,6 millions de résidences secondaires et 3 millions de logements vacants, je vous en parlais tout à l'heure. L'habitat individuel représente 55% de ces chiffres. 16% des résidences principales sont Paris et la couronne. 21% sont dans des unités urbaines. Et 63% sont... 21% sont hors unités urbaines et 63% sont dans les unités urbaines, c'est-à-dire toutes les villes et les métropoles et les agglomérations. En 2021, 60% des ménages sont propriétaires de leur résidence principale. Il y a donc 40% de locataires dans les résidences principales. Ces 40%, il y a 17% de résidences principales dans le parc public, c'est 5,1 millions de personnes. Et il y a 23% des résidences principales dans le parc privé, c'est 6,9 millions. Je vous disais tout à l'heure que nous sommes maltraités au niveau des commissions par rapport au parc public. Or, nous représentons, nous, UNPI, seule représentation des bailleurs privés, véritablement une force plus importante que l'ensemble du parc HLM. Dans les constructions neuves, de 450 000 nouvelles constructions par an, dont 360 000 résidences principales, pourquoi est-ce qu'on a un manque de logements dans certains secteurs? Pourquoi est-ce qu'on a 3 millions de logements vacants? Alors d'abord, on a l'augmentation des ruptures d'union qui entraînent une occupation plus modeste des résidences principales. On a ensuite une mise en couple tardive des nouveaux couples. On a ensuite un nombre croissant de familles monoparentales. Et naturellement, la diminution de la taille des ménages, ça va de pair. On a plus de logements à population égale et on a une moyenne d'occupation, je vous le disais, de 2,23 personnes par résidence principale. Et la vacance augmente, et elle augmente particulièrement dans les villes-centres. Et ce ne sont pas les mesures actuelles qui vont inverser cette tendance, malgré les déclarations des matadors du ministère du Logement, du gouvernement et des fonctionnaires qui ont mis en place la prime rénov'. Il faut impérativement ce Big Bang que j'appelle de mes voeux, un Big Bang de la vacance, un Big Bang de la rénovation, et pour cela, il faut ouvrir les primes à tous les propriétaires bailleurs et retarder la date couperée des classements F et G et former les artisans et régler le problème de l'approvisionnement qui bloque les chantiers. C'est un vaste programme
et c'est un grand combat pour tout. Alors, de tous les chiffres que je vous ai assénés, vous voyez quand même, on est bientôt à la fin, donc il faut être positif, vous voyez que la propriété augmente, que la propriété privée augmente. Vous avez vu les chiffres tout à l'heure, entre 2001 et 2021, il n'y a pas de problème. Vous avez vu qu'au vu de la baisse de la natalité, et sauf une migration massive, les chiffres que j'ai donnés tiennent compte de l'immigration actuelle, mais ne tiennent pas compte d'une immigration massive qui pourrait nous arriver. Et du taux de construction, il faut freiner, contrairement à ce que disait tout à l'heure M. Roland Lefebvre, il faut freiner la mise en chantier des logements neufs, là où on n'est pas en zone tendue. Entendons-nous, hein. Il y a deux types de territoires en France. Il y a des zones tendues où on manque de logements, notamment dans le parc social, et il y a le reste du territoire. Et il faut pour cela une politique incitative pour les propriétaires et non pas une politique coercitive avec des punitions. Il faut inciter et non punir, et il faut commencer par doubler le déficit déductible des revenus fonciers. Vous savez, 10 000 et quelques euros à l'heure actuelle, le doubler quand il y a dans ce déficit 40% de travaux d'économie d'énergie. Il faut également remettre en fonction de Normandie dans l'ancien pour le parc classé F et G, de permettre ainsi aux propriétaires de rénover ce parc. Alors, c'est pour toutes ces causes que l'UNPI se bat. Il y va de la survie de la propriété privée, qui chaque année est véritablement grignotée par l'étatisme ambiant et l'ambiance générale dans les médias, chez nos dirigeants, qui considèrent tous que la propriété privée, ce sont des rentiers qui ne font rien pour leur parc et qu'il faut transmettre ce parc à la puissance publique par l'intermédiaire du parc public. Donc, il y va de notre combat, c'est votre combat. Aidez-nous et nous sommes prêts à vous aider. Signalez-nous les situations problématiques, signalez-nous les problèmes que rencontrent les propriétaires, voisins, vos amis, etc. Nous les aiderons. Soyez nos ambassadeurs auprès de tous les propriétaires. Dites-leur, il y a à l'heure actuelle 90% des propriétaires qui ne connaissent pas l'UNPI, qui ne se battent pas pour la défense de leur statut et de leurs biens. Aidez-nous à faire de nouveaux adhérents. Nous compterons sur vous et vous pouvez compter sur nous. Vive la propriété, vive l'UNPI.